Pourquoi ne puis-je pas passer à travers la matière? Cette question, en apparence naïve, cache l'un des concepts les plus profonds de la physique. Quand on apprend que les atomes qui composent tout ce qui nous entoure sont constitués à plus de 99,9% de vide, le mystère s'épaissit. Si la matière est surtout du vide, pourquoi semble-t-elle solide et infranchissable? On pourrait penser que c'est la force électromagnétique qui empêche les atomes de s'interpénétrer. Après tout, les électrons portent une charge négative, et des charges identiques se repoussent. Si cela joue un rôle, ce n'est pourtant pas la seule explication. Si les électrons n'étaient soumis qu'à la force électromagnétique, ils finiraient par trouver un arrangement compact où ils pourraient se superposer. Or, ce n'est pas le cas. C'est ici que le principe d'exclusion de Pauli intervient. Pauli a montré que deux électrons ne peuvent pas exister dans le même état quantique au sein d'un atome. Cette règle s'applique à une catégorie spécifique de particules, les fermions, qui incluent notamment les électrons, les protons et les neutrons. Ce principe simple mais fondamental explique non seulement la rigidité de la matière, mais aussi l'organisation des atomes, la chimie et même la structure des étoiles. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer ce principe. Nous partirons des bases en explorant la structure de l'atome avant de comprendre comment Pauli a formulé son principe et quelles en sont les implications. Le fait de comprendre pourquoi nous ne passons pas à travers la matière, c'est comprendre une des lois fondamentales qui régissent l'univers. L'idée que la matière est constituée d'unités indivisibles ne date pas d'hier. Dès l'Antiquité, les philosophes grecs comme Démocrite suggéraient que la matière était composée de particules élémentaires qu'ils appelaient atomes, signifiant insécables, donc qu'on ne peut pas casser. Mais cette intuition de Démocrite et d'autres restera purement philosophique pendant plus de 2000 ans. Bon, là je vais présenter rapidement l'évolution du modèle atomique, mais si vous voulez plus de détails, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet. Au 19e siècle, John Dalton reprend l'idée de Démocrite en proposant la première théorie atomique. Selon lui, chaque élément est constitué d'atomes uniques qui se combinent pour former des composés. Pour lui, les atomes ne sont que des petites billes. Ils sont réellement la représentation qu'on a quand on essaye de visualiser les molécules. Ce modèle explique bien certaines réactions chimiques, mais il ne décrit pas la structure interne des atomes. En 1897, J.J. Thomson découvre l'électron, une particule chargée négativement présente dans tous les atomes. Il propose alors le modèle du plum pudding, où les électrons sont dispersés dans une sphère de charge positive, comme des raisins dans un gâteau. D'où plum pudding. Mais ce modèle ne tient pas longtemps. En 1911, l'expérience de Rutherford vient tout bouleverser. En bombardant une fine feuille d'or avec des particules alpha, il découvre que la majorité de la masse de l'atome est concentrée dans un minuscule noyau chargé positivement, autour duquel gravitent les électrons. C'est le début du modèle planétaire de l'atome. Cependant, ce modèle présente un problème. Selon la physique classique, un électron en mouvement autour d'un noyau devrait rayonner de l'énergie et finir par s'écraser sur ce dernier. Pourtant, les atomes sont stables. C'est alors que Niels Bohr intervient avec une idée révolutionnaire en 1913. Les électrons ne peuvent occuper que des niveaux d'énergie quantifiés. Ils ne tournent pas autour du noyau de manière continue, mais se trouvent sur des orbites bien précises. Lorsqu'un électron change de niveau, il absorbe ou émet une quantité définie d'énergie sous forme de lumière. Mais même ce modèle ne suffit pas à tout expliquer. Il ne rend pas compte de certaines observations expérimentales, notamment les détails fins des spectres atomiques. C'est ici que Pauli entre en scène. Avec les modèles de Rutherford et de Bohr, on comprend mieux la structure de l'atome. Mais un problème persiste, l'immense vide qui le compose. Pour bien comprendre l'échelle, si un atome était agrandi à la taille d'un stade de football, son noyau serait une minuscule bille au centre du terrain, tandis que ses électrons graviteraient quelque part dans les tribunes. Le reste ne serait que du vide. Alors, pourquoi la matière semble-t-elle solide, alors qu'elle est en majorité constituée d'espaces vides? Pourquoi ne passons-nous pas à travers les objets, si nous sommes nous-mêmes faits d'atomes presque vides? Comme on l'a dit dans l'introduction, une première réponse vient de l'électromagnétisme. Les électrons, tous chargés négativement, se repoussent les uns les autres. Ainsi, quand vous appuyez sur une table, ce n'est pas parce que vos doigts touchent réellement les atomes du bois, mais parce que les forces électromagnétiques entre les électrons de votre peau et ceux de la table créent une barrière infranchissable. Mais ce n'est pas suffisant. Si seule la force électromagnétique était en jeu, les électrons d'un même atome pourraient occuper le même espace et la matière serait bien moins structurée. Si seule la force électromagnétique intervenait, les électrons pourraient se réarranger pour minimiser cette répulsion, et nous pourrions nous enfoncer dans la matière. Or, ce n'est pas le cas. Il existe une autre règle plus fondamentale qui empêche les électrons de s'accumuler au même endroit. Cette règle, c'est le principe d'exclusion de Pauli. En 1925, Wolfgang Pauli se pose une question simple mais essentielle. Pourquoi le nombre d'électrons par couche électronique est-il limité? Autrement dit, comment les électrons savent-ils sur quelle couche se placer autour du noyau? Bohr avait décrit des couches, n est égal 1, n est égal 2, n est égal 3, etc., où les électrons gravitent. Mais il n'avait pas expliqué pourquoi une couche donnée ne peut contenir qu'un nombre précis d'électrons. C'est bien beau en chimie de nous dire ça au lycée, mais on aimerait savoir pourquoi. Au lycée, on apprend par exemple que la première couche, n est égale 1, peut contenir 2 électrons.
pas plus. La deuxième, n est égale 2, en accepte 8. La troisième également. D'où vient cette limitation? Pourquoi ne peut-on pas empiler les électrons indéfiniment sur une même orbite? Pour répondre à cela, Pauli se penche sur les nombres quantiques. Ces valeurs qui décrivent les propriétés fondamentales des électrons. Il découvre que chaque électron dans un atome possède 4 nombres quantiques distincts. Il y a son niveau d'énergie principal, noté n, qui correspond à la couche électronique, son moment angulaire, noté L, qui est sa sous-couche, son orientation magnétique, M, qui est la manière dont il s'oriente dans l'espace, et enfin son spin, S, qui correspond à une propriété intrinsèque de l'électron, une sorte de rotation qui ne correspond pas exactement à la rotation classique qu'on a. En fait, il n'y a rien avec quoi on peut comparer le spin à grande échelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est intrinsèque, mais pour visualiser, on assimile ça à une sorte de rotation. Mais malgré son étrangeté, ce dernier nombre quantique est crucial. Le spin de l'électron ne peut prendre que deux valeurs possibles, plus 1/2 ou moins 1/2. Ça signifie que dans une même sous-couche, chaque état quantique ne peut être occupé que par 2 électrons, au maximum. L'un avec un spin plus 1/2, l'autre avec un spin moins 1/2. Bon, mon explication n'est pas la meilleure. J'ai oublié de préciser que dans une sous-couche, les électrons se répartissent dans des orbitales. Une orbitale est un espace où un maximum de 2 électrons peuvent exister. Ces 2 électrons doivent toujours avoir des spins opposés. Un même état quantique, c'est-à-dire une même orbitale, ne peut pas contenir 2 électrons avec le même spin. Après, une fois les places remplies, les électrons doivent se positionner sur une couche supérieure. C'est exactement ce que Pauli a démontré. Aucun électron dans un atome ne peut partager les 4 mêmes nombres quantiques avec un autre. C'est cette règle qui force les électrons à s'organiser en couches et empêche la matière de s'effondrer sur elle-même. C'est cette découverte qui conduit Pauli à formuler le principe d'exclusion. Sans ce principe, toute la matière serait radicalement différente. Les atomes ne formeraient pas les éléments chimiques que nous connaissons. Le carbone, l'oxygène, le fer n'auraient pas les mêmes propriétés, et la chimie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Pour comprendre comment a émergé le principe d'exclusion, il est essentiel de se pencher sur son créateur, Wolfgang Pauli. Né en 1900 à Vienne, Pauli se révèle rapidement un génie des mathématiques et de la physique. À seulement 20 ans, il rédige un article sur la relativité générale qui impressionne Albert Einstein lui-même. Mais c'est en mécanique quantique que Pauli va laisser son empreinte la plus profonde. À une époque où cette nouvelle physique est encore en construction, il devient donc l'un des principaux architectes. Il travaille avec Niels Bohr à Copenhague et fréquente les plus grands esprits de son temps, dont Werner Heisenberg et Erwin Schrödinger. Cependant, Pauli est aussi connu pour son caractère tranchant et son exigence intellectuelle. Il n'hésite pas à critiquer sévèrement les travaux de ses collègues lorsqu'il les juge insuffisants, ce qui lui vaut la réputation d'être chiant, très clairement. En 1925, alors qu'il tente de comprendre pourquoi les électrons se répartissent en couches distinctes autour du noyau atomique, il fait une découverte fondamentale. Il existe une règle qui interdit à certains types de particules d'occuper le même état quantique. Cette règle allait révolutionner notre compréhension du monde microscopique. Bon, l'idée du principe d'exclusion ne surgit pas de nulle part. Pauli la découvre en étudiant un phénomène bien connu en spectroscopie atomique, l'effet Zeeman. L'effet Zeeman est une observation qui date de la fin du 19e siècle. Lorsqu'un atome est placé dans un champ magnétique, les raies spectrales de sa lumière se divisent en plusieurs sous-raies. Cette division suggère que les électrons possèdent une propriété cachée, influencée par le magnétisme. Pauli remarque un détail troublant. Certains atomes, comme ceux des métaux alcalins, comme le sodium, le potassium, ont des spectres étrangement similaires à ceux des gaz nobles, comme par exemple le néon, l'argon, etc. Pourtant, ces éléments sont très différents chimiquement. Ça signifie que quelque chose de fondamental régit la structure électronique des atomes. À la même époque, d'autres physiciens commencent à soupçonner que les électrons possèdent une propriété intrinsèque supplémentaire, qu'on finira par appeler le spin. Cette propriété est un moment angulaire interne, qui peut être visualisé comme une rotation de l'électron sur lui-même, bien que cette image, comme on l'a vu, soit imparfaite. En combinant ces observations, Pauli comprend que les électrons doivent être classifiés non seulement par leur énergie et leur position orbitale, mais aussi par cette nouvelle propriété quantique. C'est Pauli qui propose donc une nouvelle organisation des électrons dans l'atome. Il introduit 4 nombres quantiques pour identifier chaque électron. Je ne vais pas revenir dessus, je les ai déjà présentés, mais retenez quand même son énoncé fondamental. Dans un même atome, 2 électrons ne peuvent pas avoir les mêmes 4 nombres quantiques. Mais il faut surtout savoir que cette règle s'étend aux fermions. Et oui, le principe de Pauli ne s'applique pas qu'aux électrons. Peu après sa formulation, il est généralisé aux fermions, une classe de particules qui inclut les électrons, les protons, les neutrons et les quarks, qui composent les protons et les neutrons. Il y a d'autres fermions, mais sachez que tous ces fermions ont un spin qu'on dit demi-entier, c'est-à-dire il peut avoir un spin de 1,5, 3,5, etc. C'est la valeur de leur spin qui les distingue des bosons, qui possèdent eux un spin entier, ça va être 0, 1, 2, etc. C'est Paul Dirac qui, quelques années plus tard, apportera une explication mathématique complète au spin et unifiera cette distinction entre fermions et bosons. Aujourd'hui, on classe les particules élémentaires, donc les particules indivisibles, ou du moins pour le moment, dans le modèle standard de la physique des particules. Le modèle standard classe les particules en 2 grandes familles,
les fermions, qui sont les constituants de la matière, ça comprend les quarks, qui interagissent fortement, et les leptons, qui ne subissent pas l'interaction forte. Et la deuxième grande famille est celle des bosons. Ils sont associés aux interactions. Ce sont les messagers, en fait, des forces fondamentales. Et comme je viens de le dire avant, le principe d'exclusion ne s'applique qu'aux fermions, c'est-à-dire les particules ayant un spin demi-entier, un demi, trois demi, etc. Pourquoi? La raison vient de la théorie quantique des champs, et des propriétés fondamentales des particules. Mais retenez que puisque les bosons, c'est-à-dire photons, gluons, bonsons de Higgs et autres, n'obéissent pas au principe d'exclusion, alors plusieurs bosons peuvent occuper le même état quantique. Ce qui permet par exemple la formation des lasers, où des photons identiques s'accumulent dans le même état. De même, le fait que le principe d'exclusion ne s'applique pas aux bosons, cela permet la création du condensat de Bose-Einstein. D'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus. Voilà, donc cette distinction entre fermions et bosons est l'une des règles fondamentales de l'univers. Sans le principe d'exclusion, la matière s'effondrerait sur elle-même, et notre monde serait radicalement différent. Pour finir, j'aimerais faire un dernier lien avec le sujet de la vidéo précédente, car le principe d'exclusion joue un rôle clé dans l'évolution des étoiles et leur fin de vie. Lorsque notre soleil épuisera son carburant nucléaire, dans environ 5 milliards d'années, il se transformera en naine blanche. Normalement, une étoile devrait s'effondrer sous l'effet de la gravité une fois son carburant épuisé. Mais dans une naine blanche, les électrons sont si densément entassés que le principe d'exclusion les empêche d'être comprimés davantage. Cette pression de dégénérescence électronique équilibre la gravité et empêche l'effondrement complet de l'étoile. Par contre, si une étoile est plus massive que notre soleil, la pression de dégénérescence des électrons n'est plus suffisante pour arrêter l'effondrement. Les électrons et les protons fusionnent alors pour former des neutrons. À ce stade, c'est le principe d'exclusion des neutrons qui prend le relais. Dans une étoile à neutrons, les neutrons sont tellement comprimés qu'ils forment une matière incroyablement dense. Une cuillère à café de cette matière pèserait environ 1 milliard de tonnes. Ici encore, le principe d'exclusion empêche ces neutrons de s'entasser encore plus, stabilisant ainsi l'étoile. Si la masse dépasse une certaine limite, rien ne peut plus arrêter l'effondrement, et l'étoile devient un trou noir. Sans le principe d'exclusion, toutes les étoiles finiraient en trou noir. Donc voilà, n'oubliez pas de voter pour le prochain sujet dans l'onglet communauté. Et je tiens surtout à remercier les tipeurs qui contribuent avec les sponsors à produire plus de vidéos sur la chaîne.